Le gouvernement congolais est plus que déterminé à aligner le système fiscal national sur le standard international de la bonne gouvernance. C'est dans ces cadres que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme sur la fiscalité directe instituée par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 portant impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu de personnes physiques qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Et puis, les experts de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD et le service d'assiette viennent d'évaluer au cours d'un atelier la première phase de l'implémentation du logiciel de gestion des recettes non fiscales Logirad. Objectif, identifier les faiblesses dans le fonctionnement de cette plateforme en vue de proposer des pistes de solutions pour apporter des améliorations. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lombababa. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine Fiscalité et Développement spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé le jeudi 11 septembre 2025 au lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe instituée par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 portant l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Objectif de cette réforme, simplifier la fiscalité directe et aligner le système fiscal de la République démocratique du Congo sur les standards internationaux de la bonne gouvernance. Plus de détails dans ce reportage signé Priska Sekana Loutete sur les images de Fanfoma Kitudoma. À partir de ce 1er janvier 2026, la réforme sur la fiscalité directe instituée par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 entrera en vigueur en République démocratique du Congo. Pour ce faire, le jeudi 11 septembre 2025, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de cette réforme qui concerne essentiellement l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IS-IRPP en sigle. Ces deux impôts visent à simplifier la fiscalité directe, renforcer l'équité fiscale, élargir l'assiette fiscale et aligner les systèmes fiscaux nationaux sur le standard international de bonne gouvernance. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Premier à prendre la parole, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts, a énuméré les modalités pratiques de cette réforme. L'impôt sur les sociétés va s'appliquer uniquement aux bénéfices réalisés par les sociétés, soit en raison de la forme, soit en raison de l'activité, soit sur option par les autres personnes morales. En revanche, l'impôt sur le revenu de personnes physiques va s'appliquer exclusivement aux revenus réalisés par les personnes physiques, à savoir les revenus salariaux et assimilés, les revenus des capitaux immobiliers, les plus-values réalisées par les personnes physiques, les bénéfices des activités industrielles, commerciales, immobilières et artisanales, les bénéfices des professions non commerciales, les bénéfices de l'exploitation agricole. Les revenus locatifs n'entrent pas dans les champs.
d'application de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, car ils continueront à être soumis à l'impôt sur les revenus locatifs géré par les provinces. D'après le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, porteur de cette initiative, ces deux impôts ne constituent pas un acte isolé. Bien au contraire, c'est une réforme historique qui occupe une place centrale dans la gouvernance de notre pays. La réforme de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ne constitue pas un acte isolé. Elle vient s'arrimer à la réforme du Code général des impôts, droits, taxes, redevances du pouvoir central en cours d'élaboration avec l'assistance technique de nos partenaires du Fonds monétaire international. Elle se déploie en phase et en parfaite synergie avec la réforme sur la facture normalisée, dont la phase de généralisation a été officiellement lancée le 1er août dernier. Ces différentes réformes convergent et elles traduisent l'ambition claire du gouvernement de moderniser la fiscalité de notre pays, d'élargir l'assiette fiscale et de mobiliser davantage des ressources, tout en veillant à une meilleure répartition de la charge fiscale grâce à une amélioration progressive et équitable de la pression fiscale dans notre pays. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a rappelé pour sa part qu'une telle réforme ne peut réussir sans l'adhésion et l'accompagnement des parties prenantes afin de préserver les climats des affaires. Une réforme aussi ambitieuse soit-elle ne peut réussir sans l'adhésion et l'accompagnement de l'ensemble des parties prenantes. C'est pourquoi j'invite le ministère des Finances, à travers la Direction générale des impôts, à conduire ces réformes dans un esprit de synergie avec le monde des affaires, en tenant compte des préoccupations légitimes du secteur privé afin de préserver le climat des affaires. La fiscalité doit être perçue non pas comme un obstacle, mais comme un instrument de partenariat entre l'État et les opérateurs économiques en vue d'assurer la prospérité commune. Ces deux impôts uniques, IS-IRPP, qui se veulent modernes, simples, efficaces et transparents, remplacent désormais les impôts cédulaires, à savoir l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, l'impôt mobilier et l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, qui créaient autrefois des inégalités fiscales et une confusion entre sociétés et particuliers. Quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga où les logiciels de gestion des recettes non fiscales, Logirad, était au centre d'un atelier d'évaluation de la première phase de son implémentation. Les experts de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, des Logirad et des services d'assiette se sont retrouvés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga afin d'identifier les faiblesses dans le fonctionnement de cette plateforme en vue de proposer des pistes de solutions pour apporter des améliorations. Des assises organisées depuis le lundi 8 septembre 2025 par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF avec l'appui des partenaires au développement. Les explications de notre envoyé spécial Didi Mavambo sur les images de Guilain Mouzembe. Dimanche 7 septembre 2025, arrivé dans la capitale du cuivre du directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades, Étienne Ouchoudi Lutula, accueilli par le directeur provincial de la DGRAD Haut-Katanga Olomami, Michel Katunda Mandevo, ainsi que par les cadres de cette régie financière. Dans une brève rencontre sous la paillote de l'hôtel Pullman Grand Caravia avec les directeurs, chefs de division, chefs de bureau et chefs de ressort, le patron de la DGRAD a rappelé l'objet de son séjour de travail à Lubumbashi. C'est en principe, à partir de 2022, que le gouvernement de la République a rendu obligatoire
l'utilisation de la plateforme Logirad. De 2022 à 2025, 3 ans après, les COEF et les prestataires hologrammes ont jugé bon de pouvoir s'arrêter un peu et puis évaluer ce qui a été fait jusque-là. Lundi 8 septembre 2025 à l'hôtel Pullman Grand Caravia, c'est la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation du logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances Logirad, 3 ans après son lancement en septembre 2022. C'était en présence de la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, du secrétaire exécutif du COREF, Godefroy Misenga, du directeur général de la DGRAD, Etienne Uchudi Lutula, et de son adjoint en charge de la réforme et questions techniques, Jean Kamwena, des secrétaires généraux des ministères sectoriels, des directeurs, chefs de division, chefs de bureau, chefs de ressort de la DGRAD, des représentants de l'AFD et de l'Union européenne, ainsi que de services d'assiette. Cet atelier, organisé par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, avec l'appui de partenaires au développement, vise à déceler les faiblesses dans le fonctionnement du Logirad et de proposer des pistes de solutions pour y remédier. Le Logirad, dans son implémentation, fait partie du projet Gouvernance financière, est une plateforme de gestion informatisée de la procédure de collecte des droits, taxes et redevances du pouvoir central qui assure la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la DGRAD. Il rentre dans l'optique de la mise en place de la chaîne informatisée de la recette. Selon le secrétaire exécutif du COREF, Godefroy Misenga, il était question au cours de ces assises de Lubumbashi de faire un bilan à mi-parcours du Logirad et de susciter l'adhésion et l'implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de cette réforme. Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, les gouvernements vous accompagnent, les bailleurs vous accompagnent. Ne considérez pas le Logirad comme une réforme s'inscrivant dans un processus étranger à vous. Le Logirad, ce n'est pas une réforme imposée de l'extérieur. C'est votre réforme. La réussite de toutes les étapes futures dépend de votre appropriation et de votre adhésion. Intervenant à cette occasion, le directeur général de la DGRAD, Etienne Uchudi Lutula, a souligné que la tenue de cet atelier d'évaluation s'avère cruciale pour l'avenir du Logirad. Les réclamations et ou plaintes enregistrées par la DGRAD là sur l'utilisation de la plateforme Logirad se résument en termes de non-affichage des notes de taxation des années antérieures après la mise en œuvre de la réforme, à l'occurrence les exercices 2022, la mise en veille répétitive de la plateforme, l'absence d'un protocole simplifié et rapide d'accès aux données intégrées entre la taxation et l'ordonnancement pour faciliter la recherche avancée, la non-achèvement du paramétrage des modules de recouvrement et de contentieux, ainsi que la difficulté à accéder à la plateforme lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs connectés au même moment, et les défauts d'optimisation d'affichage des registres pendant les opérations. J'ose espérer qu'à l'issue de cet atelier, nous aurons à identifier les axes d'amélioration qui feront en sorte que les logiciels répondent au mieux à nos besoins spécifiques d'utilisation. Le gouvernement de la République, représenté par la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, attend des réponses positives qui sortiront de ces travaux d'évaluation du logiciel Logirad.
Ce que le gouvernement attend de cet atelier, c'est la continuité de la digitalisation du secteur financier de la République, qui est un point essentiel du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le haut patronage de Madame la Première ministre Judith Souminois. Le ministère des Finances a lancé plusieurs plateformes d'informatisation dans la collecte des recettes et dans la chaîne de la dépense. Et aujourd'hui, ici, c'est l'un des logiciels qui est en cours d'implantation, qui a eu sa première phase, et nous allons lancer très bientôt la deuxième phase. C'est dans cet élan de digitalisation que nous nous sommes retrouvés ici pour démontrer l'intérêt que le gouvernement apporte à la digitalisation dans la chaîne de la recette et des dépenses. Ces travaux ont aussi été marqués par la vulgarisation et la présentation du Logirad. 3 groupes ont été constitués pour évaluer ces logiciels. Le groupe A s'est occupé des procédures, le groupe B de l'accès au Logirad et enfin le groupe C de fonctionnalités de ces logiciels. Le rapport final qui sortira de ces assises devra être remis aux autorités dans l'idéal d'apporter des améliorations dans le fonctionnement du Logirad. Il est impérieux de retenir également que 6 secteurs sont concernés par cette première phase d'implémentation du Logirad, parmi lesquels les mines, les hydrocarbures, l'environnement et développement durable, les affaires foncières, les PT antiques et la Direction générale des migrations DGEM. Cet exercice d'évaluation de cet outil informatique dit Logirad a rencontré l'assentiment de toutes les parties prenantes, que ce soit les cadres de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GIRAD et les délégués des services d'assiette venus des différentes provinces du pays pour participer à ces assises de Lubumbashi. On les écoute au micro de Didi Mavambo. C'est très important, cette première évaluation. Il faut vous mettre en tête que Logirad, d'abord, c'est une réforme. Si pas, c'est parmi les plus grandes réformes des finances publiques. Parce que là, la DGRAD interagit avec près de 52 services d'assiette. Alors, informatiser la chaîne de la recette non fiscale, cela veut dire qu'on est en train en fait, d'informatiser la collecte des droits, taxes et redevances pour 52 services d'assiette. C'est parmi les plus grandes réformes. Alors il était question que depuis son lancement, le 1er janvier 2023, l'utilisation obligatoire qui a commencé avec 6 services d'assiette, il était question qu'on s'arrête à un certain moment, qu'on puisse évaluer pour essayer de voir quelles sont les forces, les faiblesses et voir comment est-ce qu'on peut orienter la deuxième phase. Parce que d'ici le 26, on va démarrer avec la deuxième phase pour passer de 6 services à 11 services sur toute l'étendue du territoire national. Non, les faiblesses, on les connaît. Les faiblesses, on les connaît. C'est entre autres l'insuffisance du matériel informatique, l'insuffisance de la connexion Internet, l'énergie électrique. La plupart des services d'assiette n'ont pas de frais de fonctionnement. Hein? Alors tout ça, ce sont des éléments que nous devons intégrer dans notre façon de voir les choses, de manière à ce que le service ne puisse pas s'arrêter. Le Logirad a été lancé ou bien rendu obligatoire depuis 2023. Alors il était quand même important de recevoir les retours des utilisateurs afin d'avoir un peu leurs soucis, ce qu'ils racontent comme problème, afin de pouvoir améliorer le système. Parce que vous savez que lorsqu'il y a un logiciel qui est créé, son premier objectif d'abord c'est de répondre aux besoins des utilisateurs. Alors il était quand même opportun d'inviter ces utilisateurs afin d'avoir les retours, afin de nous permettre aussi d'améliorer le système. Bon, certains posaient des problèmes en rapport avec la procédure, d'autres par rapport à la fonctionnalité, et d'autres évidemment posaient des problèmes liés à la logistique. Je pense qu'on est en train d'analyser ces différents problèmes afin de pouvoir répondre à leurs préoccupations. Nous avons basculé à la plateforme Logirad depuis mars 2023.
Et c'est vrai que les difficultés, pas comme le début de toute chose a toujours été, mais ça nous a beaucoup quand même aidé. Et nous avons salué l'avènement de cette plateforme par rapport au travail. Ça nous a facilité d'abord la traçabilité, la rapidité, et puis sur le plan recette, effectivement la mobilisation a été aussi accrue. Donc nous ne pouvons que continuer à travailler dans les soucis, toujours de mobiliser les recettes du trésor public. Oh oui, les difficultés étaient énormes. D'abord, il faut s'adapter à la plateforme. Les problèmes au niveau de connexion, il y avait des problèmes de connexion, il y avait aussi des problèmes de la logistique. Et puis, plusieurs solutions ont été, d'observations ont été faites et plusieurs solutions ont été apportées. Aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'évoluer. Contrairement aux années 2023, 2024, 2025, aujourd'hui, nous, à ce qui nous concerne, l'établissement IME, nous avons maintenant la fibre optique qui est déjà à jour. Depuis que la DGRAD a été créée, ça fait presque 30 ans aujourd'hui. C'est il y a à peine 3 ans que les autorités ont exigé à ce que les procédures qui ont tout le temps été restées manuelles, avec toutes les lacunes que cela pourrait engendrer, notamment les problèmes de difficultés dans le travail, le manque de rapidité, la difficulté dans le traitement de certaines données, il était plus qu'important, avec l'appui de nos partenaires extérieurs, le gouvernement a voulu mettre en place, à la disposition de la DGRAD et des services d'assiette, un outil leur permettant de travailler avec rapidité, sécurité, faciliter les échanges de données en vue de permettre à la DGRAD d'être plus performant et répondre aux obligations et aux recommandations du gouvernement dans le cadre de la mobilisation des recettes non fiscales. Voici la raison d'être de la mise en place de cette plateforme. Et il était plus qu'important. 3 ans après sa mise en place, dans une première phase où 6 services importants de mobilisation des recettes ont été impliqués, il était plus que temps d'évaluer si les objectifs qui ont été assignés à la plateforme ont été atteints et voir, dans la mesure du possible, quelles sont les contraintes qui sont, ça peut être d'ordre technique, opérationnel, quelles sont les faiblesses dans les utilisations, manifestées par les utilisateurs, en vue d'apporter des améliorations pour permettre, notamment la deuxième phase qui est en vue, de pouvoir intégrer ces éléments afin que cet outil soit vraiment plus adapté aux besoins des utilisateurs et de la DGRAD. La Direction générale des douanes et accises DGDA a réceptionné le samedi 13 septembre 2025 au cours d'une cérémonie 2 canaux hors bord grâce au financement du gouvernement congolais à travers l'équipe projet. Objectif est d'accompagner et soutenir la douane congolaise dans ses efforts de modernisation. Reportage signé Céline Boumba, Angela Nelagrace et Peter Lomadjessa. Le gouvernement congolais, à travers l'équipe projet, est plus que déterminé à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale de douanes et accises. C'est dans ces cadres que l'équipe projet, avec l'appui du gouvernement, a procédé à la remise de 2 canaux hors bord à la douane congolaise en présence des représentants du ministre des Finances et du directeur général Bernard Kabese Moussangu empêché. Ces projets témoignent non seulement l'engagement du gouvernement congolais d'accompagner et de soutenir la douane congolaise dans ses efforts de modernisation, mais aussi et surtout d'appuyer la douane congolaise dans la lutte contre la fraude douanière. La Direction générale de douane et accises est un pilier fondamental de notre économie et sa modernisation est essentielle pour maximiser les recettes qui soutiennent notre développement. La cérémonie de ce jour est donc le fruit, comme je le disais, de missions qui ont été assignées à l'équipe projet. Et dans le cadre de ces missions, l'une d'entre elles, c'était d'assurer le transfert exhaustif
de tous les équipements destinés à la DGD à la suite de l'expiration du contrat avec AEFS. Les bénéfices concrets de cette initiative seront directement ressentis en matière de lutte contre la fraude douanière, notamment sur les espaces fluviaux et nos rivières. Par ailleurs, une meilleure sécurisation de flux commerciaux et garantira en même temps une meilleure sécurisation de flux commerciaux et de produits et la lutte contre la contrebande douanière. Représentant les directeurs généraux de douanes et accises à cette cérémonie, le directeur de logistique et projet Gabriel Mouepou a remercié l'équipe projet pour la dotation de 2 canots hors bord et du renforcement des capacités de quelques douaniers en conduite de bateaux. Nous avons tourné et retourné les dictionnaires en vue de trouver, en dehors de ce que nous avons exprimé comme gratitude, en vue de trouver une expression qui peut traduire ce que la DGDA ressent en ce moment. Malheureusement, nous n'avons pu trouver qu'un seul mot, c'est le mot merci. Merci de n'avoir ménagé aucun effort pour doter la DGDA des bateaux et des experts en conduite de ces équipements. Au niveau de la DGDA, nous sommes convaincus que ces bateaux vont contribuer notamment à la lutte contre la fraude, particulièrement dans les provinces qui opèrent dans les eaux maritimes et fluviales. Il sied de rappeler que ces bateaux viennent s'ajouter aux 16 canons rapides dont dispose déjà la DGDA. Désormais, nous pouvons dire que la DGDA dispose d'une flotte de 18 canons rapides. En ce qui concerne la formation, elle vient compléter celle que Gus Marine avait réalisée en 2024. Nous pouvons donc affirmer que la DGDA est en train de constituer progressivement un noyau des agents pouvant animer les unités maritimes et fluviales. Selon le directeur de cabinet du ministre des Finances, ces nouveaux équipements acquis renforceront la capacité de surveillance douanière, maritime et fluviale. La cérémonie d'aujourd'hui transcende une simple formalité. Elle s'inscrit dans un projet prestigieux de modernisation des services douaniers, guidé par la volonté du gouvernement de renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale des douanes et assises. Et par cette initiative, le gouvernement réaffirme son ambition de bâtir une douane résolument tournée vers l'avenir. L'équipe projet, mandatée par le gouvernement, a embrassé une mission noble, accompagner et soutenir la transformation de la douane congolaise. C'est dans ce contexte que les efforts ont été consacrés sur des axes essentiels, à savoir le renforcement et le transfert des compétences humaines, d'une part, et l'acquisition d'équipements technologiques de pointe, d'autre part. En ces jours, grâce à cette approche, nous avons l'honneur de remettre des embarcations de haute technologie, notamment des canots rapides de 7 à 10 mètres, dotés d'une capacité de 10 à 12 places. Et ces nouveaux équipements renforceront indiscutablement la portée et la qualité de notre surveillance douanière, maritime, ainsi que fluviale. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes et des médailles aux participants qui ont suivi une session de formation en conduite des bateaux organisée par l'équipe projet en partenariat avec la société sud-africaine Gus Maritime.
Le directeur général des douanes et axes, Bernard Kabese Moussangou, continue à faire du renforcement des capacités de Gabelou son cheval de bataille. À cette occasion, 5 douaniers de la République démocratique du Congo sont à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, pour participer à la 54e session de l'école des douanes belges au titre de l'année 2025-2026. Cette session de formation va s'étendre sur une durée de 9 mois. La cérémonie officielle de lancement de cette formation douanière s'est tenue le lundi 8 septembre 2025 au 2e étage du World Trade 3 Center en présence de plusieurs délégations des pays membres de l'Organisation mondiale des douanes OMD venues de toute l'Afrique. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a présidé la 2e réunion de la Troïka politique avec la mission staff visite du Fonds monétaire international FMI. Cette séance de restitution s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 2e revue du programme de facilité élargie des crédits FEC et facilité de résilience et de durabilité prévue en octobre. Au cours de cette rencontre, l'Argentine nationale a insisté sur la nécessité de renforcer la capacité de l'État à investir dans les secteurs prioritaires afin de créer un environnement favorable à l'implication du secteur privé dans la croissance économique. Il a affirmé la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de poursuivre les réformes structurelles convenues avec le Fonds monétaire international pour que ces partenariats profitent directement à la population congolaise. L'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassimwa, a échangé avec une délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général Hervé Claude Ntumba. Ensemble, ils ont abordé la question sur la problématique des conditions d'octroi des subventions par les fonds de promotion de l'industrie FPI. Reportage. C'est sur invitation de l'Inspection générale de finances que s'est tenu ce jeudi 4 septembre cet échange entre la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite à sa tête par son directeur général Ntumba Batou Konké et le chef de service de l'IGF Christophe Bitassimwa, qu'accompagnait son second Emmanuel Chibingu, ainsi que l'équipe de la mission d'encadrement au FPI. Au menu, la problématique des conditions d'octroi de subventions par le FPI et aussi obtenir certains éclairages concernant les financements des projets. L'objectif étant de jeter des bases sur les caractères réguliers des critères d'éligibilité à une subvention auprès du FPI en vue d'éviter les gaspillages des ressources de l'État et de renforcer la promotion de l'industrie congolaise. Buenasa est une entreprise qui porte un projet d'étude de faisabilité financé par le FPI pour l'implantation d'une raffinerie du cuivre et cobalt de la province du Lalaba. Je dirais que l'IGF est pour nous la structure qui garantit la bonne gouvernance. Nous avons une obligation de redevabilité, de transparence vis-à-vis de l'État. Étant donné que nous sommes financés à 100% dans le cadre de ce projet par des fonds du FPI, c'est-à-dire des fonds à la fin de la journée du contribuable. Et donc c'était pour nous une opportunité d'éclairer l'inspection générale des finances aux côtés du fonds de promotion de l'industrie sur l'état d'avancement du projet, sur l'allocation effectuée avec les fonds disponibles et surtout rassurer quant aux perspectives de succès et de matérialisation de ce projet important pour notre pays. Cette séance de travail a été aussi une occasion pour la nouvelle équipe dirigeante du FPI de prendre contact avec l'inspecteur général de finances, chef de service, Christophe Bitassimwa. Le FPI sous encadrement de l'IGF a profité de ces moments pour renouveler sa demande d'accompagnement sur base des observations faites par l'équipe des missions d'encadrement. Et puis, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Blaise Mastaki Birindois, a effectué une tournée dans plusieurs industries basées ici
à Kinshasa. Objectif, évaluer les besoins des opérateurs économiques et identifier les projets porteurs de valeur ajoutée. Reportage. Pour matérialiser la revanche du sol sur le sous-sol, prôné par le chef de l'État, les grands moulins de Kinshasa, GMK, a déjà installé les machines de dernière génération pour transformer 100 tonnes de maïs et de riz par jour. Cette entreprise embauche 60 travailleurs bien formés habitant le quartier Kinkole où elle est basée. GMK dispose d'un générateur d'électricité de grande capacité pour son usine en entendant le raccordement au réseau de la SNEL. En route, il a acquis un espace pour la construction d'une école, d'un dispensaire et des forages d'eau dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons anticipé un peu. Nous avons la matière première au Congo, transformée jusqu'à la fin. On ne peut pas que vivre de l'importation, manger ce qui est importé. Raison pour laquelle nous, Congolais, ensemble avec mon équipe, nous sommes décidés à pouvoir faire quelque chose pour la population et pour le Congo. Le FPI recommande à GMK de dupliquer cet investissement dans d'autres provinces. Le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Antsélé demande aussi l'appui du FPI pour relancer ses activités et qui vise l'autosuffisance alimentaire. Alu Congo est un projet initié par la diaspora congolaise ayant étudié et travaillé à l'étranger avec une expertise avérée. La société produit l'aluminium pour fabriquer des polychlorures, des vinyles, PVC, des portes, des fenêtres, des garde-vitres avec double et triple façade sécurisées selon les normes européennes. Ce projet facilite la tâche à l'État et au privé avec la réduction de coûts d'importation. Nous attendons tout simplement un soutien aujourd'hui pour encore plus évoluer dans le marché local, toucher encore plus de populations, faire connaître le produit comme monsieur le DGA nous a dit. Il faut faire connaître ces produits qui est fabriqué au Congo avec une main congolaise et avec un sens patriotique. L'entreprise Cleanplast, spécialisée dans les recyclages des déchets plastiques, a également été visitée. Une entreprise écologique tenue par un jeune, elle contribue à la protection de l'environnement face à la pollution à Kinshasa. Cleanplast traite les déchets plastiques pour fabriquer des récipients, des PVC et autres articles en plastique. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, est maintenant doté d'un plan d'action triennal 2026-2028. C'était à l'issue des travaux de l'atelier d'élaboration du dit plan organisé du 25 au 2 septembre dernier. Les cadres de cet établissement public ont pu mettre sur pied un plan contenant des actions prioritaires devant permettre au Fonds de promotion de l'industrie FPI d'atteindre ses objectifs stratégiques. Didi Mavambo, Armen Ngoma, Moussakanda. Ils ont mis 8 jours en travaillant durement, parfois jusqu'à 2 heures tardives, ici à la salle Kampala de l'hôtel Rotana de Kinshasa, pour aboutir à l'élaboration d'un plan d'action triennal 2026-2028 du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Les cadres de cet établissement public ont bien géré leur temps pour mettre en place cette boussole qui va diriger cette institution vers de meilleures destinées. Ce plan, qui contient des actions prioritaires à mener à partir de 2026, permettra au FPI d'atteindre les objectifs stratégiques fixés par le conseil d'administration, notamment l'amélioration de la situation financière, l'amélioration de l'efficacité des financements accordés et l'amélioration de la gouvernance. Présent à la cérémonie de clôture des travaux de cet atelier, le directeur général du FPI, Hervé-Claude Ntumba Batukonke, a énuméré quelques actions à entreprendre contenues dans ce plan d'action triennal. J'ai noté en effet qu'au nombre des priorités retenues figurent les actions suivantes. Identifier des sources de financement innovantes, adopter de nouvelles stratégies de financement, notamment la prise de participation et développer des mécanismes de cofinancement des projets. Mettre en place des outils d'analyse et d'évaluation des projets conformes aux standards internationaux. Informatiser et digitaliser les processus organisationnels
du Fonds de promotion de l'industrie. Mettre en place un accompagnement approprié dans la gestion des projets en difficulté. Maximiser les recettes de la taxe de promotion de l'industrie et renforcer les recouvrements sur les prêts demeurés impayés. Toutes ces actions cadrent avec les exigences de redressement de l'entreprise et la volonté de la Direction générale d'aligner notre institution sur les standards internationaux. Une amélioration de la gouvernance dans les cadres de ce plan d'action triennal est vivement souhaitée pour préparer le FPI à mobiliser davantage les ressources, y compris sur les marchés financiers internationaux, en vue d'augmenter les capacités d'intervention en faveur de la réalisation de la politique économique du gouvernement. Je suis confiant qu'en nous appuyant sur les valeurs organisationnelles que je compte insuffler en l'ensemble de notre établissement, à savoir l'éthique, le professionnalisme, la discipline, la proactivité, la redevabilité et l'innovation, nous parviendrons ensemble à relever les défis. Parmi les défis à relever au cours de 3 prochaines années, il y a, entre autres, la digitalisation des services du FPI, le renforcement des capacités du personnel avec un niveau de compétences élevé et le financement de projets ayant un impact de développement très élevé grâce aux mesures qui seront mises en place pour améliorer justement l'efficacité des financements à accorder à certains promoteurs des projets industriels. Découvrons à présent les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de Kinshasa. C'est avec Céline Boumba Angelani. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa, avec la cuisse de poulet dont un carton de 10 kg coûte 58 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Zigida, 56 000 francs congolais au marché Gambela et 59 000 francs congolais au marché Matete. Pour le produit sec, sachez qu'un sac de semoule de maïs de 25 kg s'achète à 68 000 francs congolais au marché de la Liberté, 66 000 francs congolais au marché Zigida et 67 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Du côté légumes, une botte de feuilles de manioc coûte 5 500 francs congolais au marché de la Liberté et 5 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela. Et pour avoir la même botte au marché Matete, il faut décaisser 8 000 francs congolais. Concernant l'huile végétale de la marque Regina produite par l'entreprise Palmco, le bidon de 5 litres se vend à 31 000 francs congolais au marché de la Liberté et 33 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix des denrées alimentaires de grande consommation avec la banane dont 4 tiges se vendent à 2 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM au samedi 13 septembre 2025 dans les différents grands marchés de la capitale congolaise. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au jeudi 11 septembre 2025 a affiché $1 américain à 2853,4 francs congolais, un euro à 3357,32 francs congolais, un franc CFA à 5,1 francs congolais et un rand la monnaie sud-africaine à 163,12 francs congolais. Au samedi 13 septembre 2025, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine se changeait à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2865 francs congolais au centre-ville dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2867 francs congolais. La monnaie du pays de l'oncle Sam se changeait à 2800 pour $1 dans la ville d'Inongo dans le Maïndombe.
Même taux observé auprès des cambistes des villes de Lubumbashi dans le Haut-Katanga et Mbandaka dans la province de l'Équateur. 2800 francs congolais, les dollars, c'est les taux observés à la fois à Gemena, chef-lieu du sud, Ubangi, et à Kikwit dans le Kwilu. 2850 francs congolais à la fois à Kindu dans le Maniema et à Butembo dans la province du Nord Kivu. Enfin, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, où les billets verts se négocient présentement à 2900 francs congolais. Ce numéro de votre magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo. Au revoir.